Mesdemoiselles, Messieurs, nous en étions la semaine dernière à la place de la doctrine, à la source doctrinale dans le droit administratif. Je vous avais dit, en ce dernier cours que nous avons eu, que Jean Rivero avait écrit un article pour développer l'idée que la doctrine était indispensable pour mettre en cohérence le droit administratif et notamment les arrêts qui se succédaient, qui n'étaient pas nécessairement au départ des arrêts complètement en cohérence. Que le juge administratif avait eu tendance à l'époque à dire qu'il ne se souciait pas de la doctrine, qu'il ne s'y intéressait pas. Et en réalité, eh bien, il avait démontré, Jean Rivero, que ce n'était pas exactement le cas et que le juge administratif avait besoin de la doctrine pour faire cette mise en cohérence. On en était à la question de savoir quelle doctrine. Quelle était la doctrine dont on parle? Qu'est-ce que c'est, en fait, que la doctrine? Historiquement, en droit administratif, la doctrine, eh bien, figurez-vous que ce n'est pas tellement les professeurs de droit. Historiquement, la doctrine, c'est plutôt les conseillers d'État. Les conseillers d'État ont été parmi les premiers commentateurs du droit administratif dès le début du XIXe siècle, vers 1800 et quelques, c'est-à-dire encore sous la justice retenue, quand le Conseil d'État était encore que le conseil du ministre qui prenait à véritable juridiction. Dès cette époque-là, les conseillers d'État se sont mis à commenter les arrêts qu'ils avaient préparés. Alors, ils ne commentaient pas seulement les arrêts, ils avaient aussi comme rôle, ou ils prenaient comme rôle, le fait de commenter les textes. Qu'est-ce que c'était que ces textes à l'époque? C'est ce qu'on appelait les lois administratives. Alors, n'imaginez pas que c'est un nouveau type de loi spéciale. Non, non, pas du tout. Les lois administratives, ce ne sont que les lois qui portent sur des matières administratives. Des lois qui portent sur les matières administratives, c'est-à-dire, par exemple, la gestion des bois, la gestion des eaux, la gestion des marchés, les compétences des maires, des textes qui étaient là pour organiser la vie administrative de la nation. Donc, on a des textes qui organisent la vie administrative. Tenez, un bon exemple, c'est tous les textes sur le ministère de la guerre, des armées, de la marine, comme il s'appelait. Il y a eu souvent plusieurs ministères auparavant. Ce n'était pas le ministère de la Défense, on savait que c'était aussi pour attaquer éventuellement. Et eh bien, ces ministères-là avaient beaucoup de textes qui organisaient l'armée. Ce sont des textes, des lois administratives, en ce sens qu'elles réglementent, elles légifèrent sur l'organisation de l'administration. Alors, ces grands auteurs, je vais vous en donner quelques noms. C'était notamment de Gérando, Cormenin et Macquarel. Macquarel qui fait un peu plus rire dans le sud-ouest, puisque, comme vous le savez, ça veut dire maquerelle, comme une mère maquerelle. Donc voilà, c'est un très, très, très grand auteur, Macquarel. Macquarel, de Gérando, Cormenin, qui sont des conseillers d'État et qui vont commenter les textes de droit administratif. Et puis, on a eu les premiers véritables manuels, les premiers cours de droit administratif. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ces premiers manuels, ils n'ont pas été mis en place pour l'université. Ils ont été mis en place pour les écoles qui conduisaient à l'administration. Vous vous demandez bien de quoi je parle. En réalité, vous les connaissez très bien, ces écoles. Ces écoles, c'est celles qu'on appelle aujourd'hui les grandes écoles. Je ne sais pas en quoi elles sont vraiment grandes. Disons que ce ne sont pas des petites écoles maternelles, mais les grandes écoles, les soi-disant grandes écoles, comme on les appelle, eh bien, au départ, ce sont, pour une grande partie d'entre elles, notamment les écoles d'ingénieurs, eh bien, des écoles qui conduisaient à former les fonctionnaires de l'État pour les ministères.
Alors, notamment, vous connaissez l'école des ingénieurs des ponts et chaussées. Les ponts et chaussées. À quoi servait cette école? À apprendre à faire des ponts et des chaussées. Et pourquoi est-ce qu'on faisait des ponts et des chaussées? Parce que l'État, qui avait la compétence sur les routes, eh bien, devait créer des routes, réparer les routes, créer des ponts, avec dans les règles de l'art. Vous savez qu'une route pas entretenue, une route qui n'est pas faite en profondeur, avec différentes couches pour drainer l'eau, pour être plus dure, etc., en fait, disparaît en quelques années. Elle s'écroule comme dans les pays du tiers-monde. Donc il y a des vraies compétences à avoir, faire des courses, des routes, des ponts, et pour cela, faire une école d'ingénieur. Dans cette école d'ingénieur, évidemment, qu'est-ce qu'on allait appliquer? On va appliquer du droit. L'ingénieur en chef des travaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va savoir s'il a le droit de faire ça, s'il a le droit de faire ça, comment il peut exproprier, et puis comment il doit composer avec les autres personnes publiques. Eh bien, Léon Aucoq va être un des premiers à écrire un manuel pour les ingénieurs des ponts et chaussées. Cet ouvrage est appelé « Conférence sur l'administration et le droit administratif ». Conférence sur l'administration et le droit administratif. Vous voyez bien qu'il entend leur apprendre en général le droit administratif, même si c'est de manière appliquée au cas des ponts et chaussées. Ensuite, autre grand conseiller d'État, peut-être même le plus grand, c'est Édouard Laferrière. Édouard Laferrière, qui est vice-président du Conseil d'État, et quand on ferait du contentieux, vous verrez que le vice-président du Conseil d'État, en fait, c'est comme le président du Conseil d'État. Eh bien, Édouard Laferrière va écrire un ouvrage qui s'appelle Traité de la juridiction et des recours, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, qui est publié en 1887-1888 et qui va être un ouvrage très complet sur le droit administratif et pas seulement sur la juridiction et les recours, en réalité. C'est une sorte de panorama du droit administratif qui marque encore aujourd'hui l'apprentissage du droit administratif. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a encore dans la doctrine des conseillers d'État? C'est une question qu'on peut se poser. Oui. On le verra dans l'organisation du juge administratif, mais après les parties qui ont parlé au procès, il y a un juge indépendant, à part, qui va lui aussi donner son avis sur la solution. Il ne fait pas partie de la formation de jugement aujourd'hui, même s'il en fait partie auparavant. Il ne peut pas parler au délibéré, donner son avis. Dans certaines juridictions, il est même absent de ce délibéré. Mais malgré tout, il va donner un avis indépendant après les parties pour éclairer le juge qui, lui, va juger. Il fait partie de la même juridiction, mais il est indépendant. Ce juge-là, on l'appelle aujourd'hui le rapporteur public. Le rapporteur public. Mais vous le verrez souvent, sous son ancienne appellation, avant qu'il soit plus indépendant, on l'appelait le commissaire du gouvernement. Le rapporteur public d'aujourd'hui, c'est le commissaire du gouvernement. Comme il est indépendant et qu'il éclaire la juridiction sur ce qu'il faudrait juger, eh bien on va considérer que ces conclusions, quand il parle, on appelle ça des conclusions, eh bien ces conclusions font partie de la doctrine. On considère que les conclusions des rapporteurs publics font partie de la doctrine. Pourquoi? Parce que dans 80% des cas, ce qu'ils préconisent comme solution est suivi par le juge, mais dans 20% des cas, ça n'est pas suivi par le juge. Et par conséquent, ça, en quelque sorte, c'est une des preuves qu'il est en partie indépendant. Donc il peut dérouler tout un raisonnement juridique disant « voilà pourquoi je pense que cette solution est meilleure », et le juge ne va parfois pas la prendre. Donc il a une réflexion intéressante
qui va le faire rentrer dans la doctrine. Alors, est-ce que pour autant, on peut dire que c'est les conseillers d'État aujourd'hui la doctrine? Pas du tout. Aujourd'hui, et depuis longtemps, c'est en réalité bien avec les professeurs de droit, les professeurs d'université, que le droit administratif va prendre un réel essor, va vraiment se développer. On va assister à la création des premières chaires en droit administratif, c'est-à-dire des premiers cours de droit administratif à l'université. Et assez rapidement, au début du XXe siècle, vont se dégager deux écoles, deux grandes écoles qui marquent encore aujourd'hui le droit administratif. Alors certains trouveront que ça marque encore aujourd'hui beaucoup trop le droit administratif, qu'on en parle encore beaucoup trop. D'autres diront qu'on doit tellement à cette période du début du XXe siècle et à ces deux écoles qu'en réalité, on ne peut pas non plus faire comme si elles n'avaient pas existé et qu'elles sont à la source de beaucoup de notions de droit administratif aujourd'hui. Alors, ces deux écoles, de manière assez amusante, ce sont des écoles du sud-ouest de la France. La première école est l'école du service public. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que ces deux écoles ont le même objectif. Leur but, c'est de se poser la question et de savoir quand est-ce qu'on doit appliquer du droit administratif et pas du droit civil. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit qu'une des questions qui se posait le plus, c'était d'abord de savoir qui était compétent, et en application de la règle de la liaison de la compétence et du fond, eh bien, on savait quel droit appliquer. C'était les conséquences naturelles de l'arrêt Blanco qui disait si c'est du droit administratif, alors ce sera le Conseil d'État, mais en plus, il va créer un droit à part. Et donc, au départ, on se dit est-ce que le Conseil d'État doit être compétent? Comment est-ce qu'on sait si c'est public ou si c'est privé, pour simplifier? Et à cette époque-là, on cherche une sorte de formule magique. On cherche un critère unique qui serait beaucoup plus simple, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus clair. Et dans la recherche de ce critère unique de quand est-ce qu'on va dire qu'il y a du droit administratif et pas du droit civil, eh bien c'est là qu'il y a deux écoles. Donc la première école, c'est l'école du service public. Cette école-là, c'est l'école qu'on appelle aussi l'école de Bordeaux. Alors généralement dans l'amphi, à Toulouse, fait ouh. Donc l'école de Bordeaux, donc on va considérer nous que c'est les méchants, d'accord, voilà, ça me paraît logique. Pardon aux amis bordelais s'il y en a parmi vous. L'école de Bordeaux est dirigée par un grand juriste, le doyen Léon Duguy. Alors ce qui est amusant, c'est que les deux chefs des écoles ont tous les deux été doyens à un moment, et donc on continue à les appeler doyens, alors que d'autres ont été doyens et qu'on ne continue pas à les appeler doyens. C'est bien pour montrer la place qu'ils ont eue dans la doctrine. Donc, le doyen Léon Duguy. Donc, je vais vous l'écrire au tableau. Alors, Léon Duguy. Alors, Léon Duguy, il a une véritable école, c'est-à-dire que lui a des élèves qui vont, eux aussi, écrire pour expliquer à quel point le service public doit être le critère du droit administratif. Ces élèves, ça va être Gaston Gèze, Louis Roland et Roger Bonnard. Gaston Gèze, Louis Roland et Roger Bonnard. Donc ces auteurs, merci, qui sont eux-mêmes très connus, qui ont écrit eux-mêmes des manuels, des ouvrages, qui ont écrit des articles dans les revues juridiques,
vont développer cette idée que c'est le service public qui est le critère central du droit administratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyons concrets. Ça veut dire que si une affaire arrive devant un juge, doit arriver devant un juge, si cette affaire touche le service public, qu'on a un petit peu de mal à définir, et vous verrez que c'est ça le problème de cette école, mais que ça touche le service public, alors on va considérer que cette affaire doit être devant le juge administratif, et vous l'avez compris, par conséquent, on va appliquer le droit administratif. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de service public? C'est un petit peu compliqué, ce n'est pas tout à fait le lieu ici dans l'introduction de vous en parler, on en parlera assez longuement, mais vous verrez que l'idée du service public, c'est l'idée, à cette époque-là, au début au moins, que la présence souvent d'une personne publique et d'une activité d'intérêt général que la personne publique prendrait en main. Si on a ça, on a service public. Si on a service public, on a compétence administrative. D'accord? Donc ça, c'est le premier critère, la première école, l'école de Bordeaux de Léon Duguay. Deuxième école, c'est l'école de la puissance publique. École de la puissance publique. Cette école est dirigée par le doyen Maurice Oriou. Le doyen Maurice Oriou, qui se trouve, est toulousain. Et là, normalement, vous faites « Ouais, ouais !» Vous n'êtes pas très enthousiaste, je trouve. Donc, bref, c'est l'école de Toulouse. Alors, cette école de Toulouse estime que, je vous le simplifie bien évidemment cette introduction, estime qu'il doit y avoir administratif dès lors que la personne publique va utiliser des pouvoirs que n'ont pas les personnes privées pour imposer sa volonté. C'est-à-dire que la personne publique va utiliser son monopole de la puissance de contrainte légitime. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle l'école de la puissance publique. Dès lors que la personne utilise cette puissance publique, alors elle ne doit pas être soumise à des rapports qui sont ceux entre personnes privées, qui sont ceux du droit civil. Elle doit être bien soumise au juge administratif pour être soumise au droit administratif. D'accord? Alors, vous voyez la différence. Dans un cas, on va avoir une vision qui est plus, comment dire, peut-être plus sociale, une vision plus large aussi du droit administratif. On va dire, au fond, toute activité de l'administration d'intérêt général, et il faut bien dire que l'administration agit presque tout le temps pour l'intérêt général. Eh bien, dans ce cas-là, on va avoir le droit administratif. Dans l'autre, on va dire non. Si, par exemple, la personne publique utilise uniquement ses forêts pour vendre le bois, en aucun cas, elle n'utilise sa puissance publique. La personne publique qui vend le bois de ses forêts, il n'y a aucune raison qu'elle soit soumise au droit administratif. Elle devrait être soumise au droit privé. Voilà ce que défend plutôt l'école de la puissance publique. Vous voyez qu'il y a des différences d'effet. Alors, l'idée que c'est le service public qui prime va être à l'initiative du droit administratif, il faut bien le dire. Dans l'arrêt Blanco, du tribunal des conflits, du 8 février 1873, dont on a parlé la dernière fois, celui avec la petite Agnès, eh bien, dans l'arrêt Blanco, le Conseil d'État va fonder sur le service public, vous le relirez, le Conseil d'État va fonder sur le service public la compétence du juge administratif. Ce qui allait plutôt dans le sens de l'école de Bordeaux et du service public. Mais on verra qu'en réalité, il y a eu des hauts et des bas de ces écoles. C'est-à-dire qu'au début, on va voir le fondement du service public, puis ça va être abandonné pour que l'école de la puissance publique de Toulouse gagne. Donc l'école de la puissance publique de Toulouse va gagner. Et ensuite, on va avoir un mélange des deux. Et aujourd'hui,
vous verrez que le droit administratif s'applique parfois parce que c'est le service public, parfois parce que sur le critère de la puissance publique. N'oubliez pas que la plupart du temps, quand il y a service public, on utilise la puissance publique. Et que donc la majorité des cas sont communs. Mais à la marge, il y a des hypothèses dans lesquelles sur la puissance publique, ça ne marcherait pas alors que ça marche sur le service public, on a une compétence administrative, et des hypothèses dans lesquelles, sur le fondement de la puissance publique, ça peut donner du droit administratif, alors que si on cherchait la puissance publique, eh bien, il n'y en aurait pas. D'accord? Voilà. On verra quelques hypothèses dans ce sens-là. C'est une des petites difficultés, mais si vous partez du principe que vous connaissez ces deux écoles, Bordeaux, service public, Toulouse, puissance publique, Bordeaux-Duguy, Toulouse-Oriou, eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont être comprises par la suite de pourquoi les critères sont parfois un peu flous et compliqués. C'est juste à cause de ça. Petit c, les sources textuelles. Petit c, les sources textuelles. Il y en a toujours eu en droit administratif. Je vous le disais il y a quelques minutes, ce sont ces fameuses lois administratives, des lois qui vont organiser l'action d'administration. Dès lors qu'on a un maire dans les villes, il faut des textes pour dire quels sont les pouvoirs de ce maire. C'est une loi administrative. Dès lors qu'on a l'armée, il faut savoir comment l'armée va acheter des denrées, va acheter ses armes. Eh bien, il y a des textes administratifs pour ça. Toutes ces lois administratives, ce sont des textes qui font que il serait, à mon sens, erroné de dire que le droit administratif est purement jurisprudentiel et que le droit administratif est purement né par la jurisprudence. Il y avait une sorte de droit administratif avant Blanco et il y a un droit administratif textuel après Blanco. Alors, ces lois, malgré tout, elles étaient ponctuelles. Elles sont encore ponctuelles. La plupart du temps, elles gèrent tel aspect de la vie administrative. Pour vous donner un petit exemple, les achats de l'État et des communes et établissements de bienfaisance vont être réglementés par un texte qui deviendra aujourd'hui le Code de la commande publique, mais par des textes qui sont une loi du 31 janvier 1833, une loi du 31 janvier 1833, et puis deux ordonnances des 4 et 7 décembre 1836 pour ce qui est des marchés de l'État, 4 et 7 décembre 1836 pour les marchés de l'État, et 14 novembre 12 décembre 1837, 14 novembre 12 décembre 1837, ce sont ces fameux textes qui ont deux dates, je vous en avais parlé la dernière fois, 14 novembre 12 décembre 1837 relative au marché des communes et établissements de bienfaisance. Ces textes expliquent les procédures que l'État et que les communes doivent suivre pour acheter des choses. Ça représente déjà beaucoup d'argent. En francs or, à l'époque, ça représente déjà beaucoup d'argent. Et on organise ça. Évidemment que ces lois sont des lois administratives. Que va apporter Blanco? Que va apporter Cadot? Ils vont apporter l'idée que le droit administratif, c'est un peu plus que l'application des textes. Voilà ce que ça va apporter. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il de ces textes? Est-ce qu'ils sont encore importants ou est-ce qu'ils sont tombés en désuétude? Puisque, on pourrait se dire, la jurisprudence s'est développée, et comme la jurisprudence s'est développée, on a un droit administratif jurisprudentiel, on pourrait peut-être ne plus avoir besoin des textes. Eh bien, je vais vous le dire, c'est pratiquement l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, les textes se sont extrêmement développés. Aujourd'hui, alors que vous, pour le droit privé, vous pensez qu'il y a essentiellement le code civil, vous savez que pour le code pénal, pour le droit pénal, il y a le code pénal, le code procédure pénale, vous connaissez malgré tout le code de commerce, d'accord? Vous savez que dans les matières de droit privé, il y a des codes. Eh bien, je vais vous dire, il y a à peu près autant de codes en droit public qu'en droit privé. Et à part cette année, la deuxième année de droit administratif, tous les autres semestres de droit administratif ont chacun leur code. L'an prochain, quand vous ferez tous, c'est une matière obligatoire, droit administratif des biens, eh bien l'an prochain, vous aurez un code spécial qui est le code général des propriétés des personnes publiques, le CG3P.
Alors peut-être que vous pensez que le CG3P c'est un tout petit code, rien du tout. Pas du tout. Il est tellement gros qu'il les articles en 1000. C'est un gros code comme ça, le CG3P. Alors, je vais vous ennuyer 2 minutes, mais je vais vous faire la liste de quelques-uns des codes de droit administratif pour que vous l'ayez bien en tête. Ça. D'abord, il y a le code de justice administrative, qui est la version administrative du code de procédure civile, le code de justice administrative. Il y a le code général des collectivités territoriales, le CGCT, le code général des collectivités territoriales, dont vous parlerez dans la fiche sur les institutions administratives, et dont on va parler. C'est le premier article qu'on va citer dans ce cours, dans quelques minutes. Quand on va commencer la police administrative, on va parler du CGCT, parce que dedans, il y a les pouvoirs du maire. Et on va parler des pouvoirs du maire. D'accord? Ensuite, il y a le Code général des propriétés des personnes publiques. Le Code général des propriétés des personnes publiques. Qu'on appelle aussi le CG3P, ou le CGPPP, mais en général, l'acronyme qui revient le plus souvent, c'est CG3P, avec un 3 au milieu. Il y a le Code de l'urbanisme, il y a le Code de la commande publique, il y a le Code de la défense, il y a le Code électoral, il y a le Code de l'expropriation, et puis, à ces codes purement publicistes, vous voyez, qui correspondent à des matières, la commande publique, c'est 1 semestre de cours. L'urbanisme, c'est 1 semestre de cours. Les collectivités territoriales, c'est 1 semestre de cours. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a des cours qui suivent ces codes entiers. Et à ces codes-là, on peut rajouter des codes qui sont un peu mixtes, des codes publics-privés. Qu'est-ce qu'on va avoir comme code public-privé? Le code de la santé publique, par exemple. La santé publique, on le verra, eh bien c'est en partie privé, vous les connaissez. C'est les médecins de ville, c'est vrai, mais c'est aussi les cliniques. Les hôpitaux privés, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cliniques. Les cliniques, c'est ça la différence avec un hôpital. Et l'hôpital, à l'inverse, est-ce qu'il est? Il est public. Les CHU, centres hospitaliers universitaires, les hôpitaux, c'est du droit public, ce sont des établissements publics. À l'inverse, les cliniques, c'est du droit privé, ce sont des sortes d'hôpitaux qui sont gérés par le droit privé, avec des médecins payés qui ne sont pas fonctionnaires, etc. D'accord? Donc, le code de la santé publique s'applique aux deux. Autre code qui est vraiment à cheval public-privé, c'est quoi? C'est le code de l'environnement. Le code de l'environnement, lui aussi, est à cheval public-privé. Je ne vais pas m'étendre, je n'ai pas cité tous les codes, tant s'en faut. Il y en a encore d'autres. Donc, sur Légifrance, si vous allez sur la page des codes, vous allez voir qu'il y a une liste déroulante. Dans quel code vous cherchez? Vous allez avoir une grande liste avec tous les codes qui peuvent se dérouler. Eh bien, regardez l'ensemble des codes, vous allez voir que les codes de droit public sont extrêmement nombreux aujourd'hui. Petit 2. Petit 2, la place du droit administratif dans le droit européen. La place du droit administratif dans le droit européen. On ne va pas y rester des heures. Je sais que vous avez un cours de droit européen, donc vous allez être au taquet là-dessus. Alors, dans le droit européen, vous le savez, j'en ai aussi parlé la dernière fois, on se rend compte qu'il y a des pays de common law et des pays de droit romano-germanique. Des pays de droit écrit et des pays de common law. C'est une différence de système et ces deux droits s'influencent beaucoup. En fait, ces différences sont assez peu fondamentales pour que le droit européen ne puisse pas se développer. Je l'avais évoqué la dernière fois, dans le droit de common law, en réalité, il y a aussi des sortes de lois administratives, il y a bien des textes, il y a bien des jurisprudences qui traitent des relations entre les particuliers et l'administration, ou même de différentes administrations entre elles. Donc en fait, il y a bien un droit administratif, il y a juste qu'il n'y a pas un juge à part, mais il y a bien un droit administratif. Et à l'inverse, dans le droit français, on a des hypothèses dans lesquelles le juge administratif va prendre exactement les mêmes règles que le juge de droit privé. Donc en fait, il n'y a pas de différence, il y a bien un juge différent, mais à l'inverse, le droit, lui, va être identique. Donc entre le juge identique qui a un droit différent et le juge différent qui a un droit identique, on voit bien que cette différence publique-privée, elle n'est pas toujours aussi importante que ce qu'on croit. Sauf que le droit européen, le droit communautaire, comme on l'appelait avant, devait créer une communauté.
droit de l'Union doit créer une union. Et donc, il faut trouver les points communs. Donc, le droit européen a décidé de ne pas faire de différence publique-privée. Vous le savez, il n'a qu'une juridiction, mais officiellement, il n'a pas de différence publique-privée. Il faut dire qu'il faut respecter les traditions des États membres, et pas seulement les pays de common law et les pays de droit romano-germanique. Pas seulement. Dans certains pays continentaux, des choses vont être publiques dans l'un, alors qu'elles vont être plus privées dans l'autre. Hein? Il y a des pays, par exemple, où la religion est soumise à du droit public. C'est quelque chose de public, la religion. À l'inverse, il y a des pays dans lesquels la religion va être purement privée. D'accord ? Donc, pour essayer d'avoir un droit commun, le droit de l'Union a décidé de ne pas faire différence public-privé. Soit en passant, avec le Brexit aujourd'hui, il n'y a plus que 2 pays de common law en Europe. D'accord ? Ces 2 pays, lesquels sont-ils ? L'Irlande et Malte. Ce pas non plus des gros pays. D'accord ? Donc peut-être qu'il y a une chance pour le droit romano-germanique, le droit plus proche du droit français, de se développer en Europe dans les années à venir. On n'en est pas si certain quand on voit qu'au moment même où les Anglais partent de l'Europe, on parle de plus en plus anglais à l'Union européenne, alors qu'on pourrait parler de plus en plus allemand et français. Eh bien non, on se met à de plus en plus parler français. On voit bien que ce départ des Anglais n'aura pas au moins tout de suite les effets positifs que ça pourrait avoir. Donc, cela étant, dans le droit de l'Union européenne, on va bien avoir du droit qui touche l'administration. Aucun problème. Et ce droit qui touche l'administration, en France, il va être transposé dans des textes qui vont être jugés, qui vont être mis en œuvre plutôt que jugés, qui vont être des textes qui vont être mis en œuvre par le Conseil d'État et par les juridictions administratives. On a même, au sein du droit administratif européen, des façons de unifier tout ça. Ce que fait le juge administratif français, le Conseil d'État français, c'est aussi de regarder ce que fait le Conseil d'État italien, le Conseil d'État belge. Parce que ces interprétations, plus elles sont proches, plus on fait de dialogue des juges, mieux c'est. D'accord ? Voilà. Petit 3, l'évolution du droit administratif. Petit 3, l'évolution du droit administratif, c'est notre dernier point d'introduction, vers une plus grande efficacité et un plus grand réalisme. L'évolution du droit administratif vers une plus grande efficacité et un plus grand réalisme. La dernière fois, je vous ai dit que un de mes auteurs préférés, c'était Jean Rivero. Je vais vous citer un autre de ses articles, un article qui s'appelle « Le Huron au Palais Royal ». Le Huron, ça s'écrit comme ça. Le Huron au Palais Royal. Qu'est-ce que c'est qu'un Huron, à ne pas confondre avec un héron? Un héron, c'est un oiseau. Un Huron, c'est un Indien. Vous allez me dire, ils ont tous les deux des plumes. Je ne suis pas convaincu que le Huron ait beaucoup de plumes, soit dit en passant. Qu'est-ce que c'est qu'un Huron? Un Huron, c'est un Indien, mais un Indien du Québec. D'ailleurs, si vous allez à Québec, vous allez pouvoir visiter un ancien village Huron de ces Indiens, qui étaient des Indiens alliés à la France au Québec. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en réalité, dans cet article, Jean Rivero utilise une technique qui est proche de celle de Montesquieu dans les lettres persanes. C'est-à-dire qu'il fait venir un étranger en France, et il fait comme si le Huron, cet Indien d'Amérique, était venu en France pour découvrir le droit administratif. Donc, un Huron au Palais Royal. Pourquoi le Palais Royal? Tout simplement parce qu'au Palais Royal, il y a quoi? Le Conseil d'État. Le Palais Royal est le siège du Conseil d'État. Soit dit en passant, c'est aussi le siège du Conseil constitutionnel et du ministère de la Culture. Aujourd'hui, du patrimoine, si vous êtes à Paris, vous pouvez aller visiter le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et le ministère de la Culture. Je pense qu'il y a pas mal de queues, mais ça vaut le coup. Ce Huron arrive en allant voir le professeur. Le professeur, c'est Rivero lui-même. Et il lui dit, on a entendu parler de votre droit administratif, c'est véritablement extraordinaire.
On vient vous voir pour en apprendre un peu plus. On veut savoir ce que c'est que ce droit administratif, c'est génial, dont même au-delà de l'Atlantique, on entend parler. Alors ils disent, oui, il paraît que vous avez ça, et à chaque fois, Rivero est très habile. Parce que de la même manière que Montesquieu critiquait en fait le roi, en faisant semblant d'en dire du bien et de le défendre, mais parce qu'en fait, qui faisait la critique? Eh bien, c'était les Persans qui venaient. Eh bien, de la même manière, Rivero va critiquer le Conseil d'État à travers la voix des Hurons. Et lui, en tant que professeur, va faire semblant de défendre le Conseil d'État, ou d'en apporter quelques nuances. Donc les Hurons disent, oui, ça a l'air extraordinaire, et à chaque fois, Rivero peut dire, oui, c'est bien, mais attention, plutôt, c'est vrai que dans ce texte, ce n'est pas les Hurons qui critiquent, les Hurons sont enthousiastes, et Rivero va plutôt minimiser cet enthousiasme en disant, oui, il y a quand même quelques défauts. Et donc, ce faisant, dans l'article, il va lister un certain nombre de défauts, notamment d'un défaut d'inefficacité de la jurisprudence du Conseil d'État. Il faut bien dire que le Conseil d'État mettait longtemps à prendre ses décisions et que quand elles étaient prises, l'administration se permettait de ne pas les appliquer. D'accord? Ces critiques-là sur l'inefficacité, on les entend encore de temps en temps dans la bouche de certains anciens. Si vous avez des grands-parents qui ont fait droit administratif, ils disent « Oh, le droit administratif, ça ne va pas du tout, c'est pas efficace ». Ces critiques-là, depuis, on va dire, 25 ans, ont été presque toutes supprimées. Tout ce que disaient, toutes les critiques que formulait Rivero peuvent aujourd'hui être considérées comme ayant été réformées pour devenir quelque chose de bien. Alors, par exemple, le Conseil d'État a accepté que le droit international s'impose au droit administratif français. Ça a mis un peu de temps, on le verra longuement en fin de semestre, mais ça a été un apport qui a fait du droit administratif français une source moins autonome, si vous me passez l'expression, un peu moins franchouillarde que comme elle apparaissait auparavant. Aujourd'hui, le droit administratif français est fortement influencé par le droit européen, soit de la CEDH, soit de l'Union européenne, et le droit international en général. Deuxième élément qui a été réformé, le droit administratif s'est beaucoup adapté à l'économie. Le droit public de l'économie existe. Il y a des pans entiers de notre économie qui dépendent, qui sont soumises au droit administratif. Le juge administratif l'a accepté et a développé des jurisprudences économiques, alors qu'il apparaissait auparavant comme un juge un petit peu rétrograde, axé sur sa puissance publique, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Troisième type de réforme, le juge administratif a développé des injonctions et des astreintes. C'est-à-dire que le droit administratif s'est mis à avoir le droit de donner des ordres à l'administration. Et l'administration, qui parfois n'exécutait pas les décisions des juges administratifs, aujourd'hui peuvent se voir contraindre d'appliquer les décisions du juge administratif. Vous comprenez qu'en termes d'efficacité, on y a beaucoup gagné. Le juge administratif était aussi considéré comme un juge partial. Pourquoi? Parce qu'il était fait de fonctionnaires qui jugeaient l'administration et on considérait que la défense des administrés était évidemment au cœur du droit administratif, mais qu'on n'était pas très bien défendu en tant qu'administré. Sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, le juge administratif a fortement renforcé son indépendance. Notamment, tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux commissaire du gouvernement qui était devenu rapporteur public. Commissaire du gouvernement, vous voyez bien dans le nom que ça laissait entendre qu'il n'était pas si indépendant de ça. Il allait juger un acte du gouvernement, au sens large du terme, en étant commissaire du gouvernement. Commissaire, c'est-à-dire missionné, et envoyé par le gouvernement pour... Bref, il ne pouvait pas être à la fois juge indépendant et commissaire du gouvernement. D'accord? Donc, on a réformé des choses comme ça pour améliorer l'indépendance. Sur ce point, un certain nombre de collègues et moi-même sommes encore circonspects sur l'indépendance aussi poussée, et dans la doctrine on va dire, moins de 50 ans pour simplifier, il y a, je pense, une majorité, en tout cas beaucoup, de professeurs qui commencent à penser que si le Conseil d'État était coupé en deux, ça ne serait pas un mal. On pourrait d'un côté avoir le Conseil de l'État.
Et ce Conseil de l'État, il est fait vraiment de fonctionnaires pas indépendants, il est là pour conseiller l'État, ce sont en quelque sorte les juristes de l'État, même si aujourd'hui, vous l'avez compris, dans chaque ministère, il y a quand même des juristes. Et de l'autre côté, on aurait le juge administratif, lui beaucoup plus indépendant. Et les juges administratifs ne feraient pas comme aujourd'hui, ils allers-retours dans l'administration. Ils seraient juges indépendants beaucoup plus longtemps. On pourrait considérer qu'il n'y a pas des allers-retours à faire dans l'administration quand on est juge. Sinon, on perd son indépendance. Et on pourrait les former comme plus indépendants, avoir des liens plus forts avec le juge privé, et qui ne se sentent pas à part comme une partie de l'administration, et non pas comme un juge à part. Donc l'ambiguïté du statut des juges administratifs actuels fait que certains défendent l'idée qu'on devrait couper en deux et faire un juge administratif suprême et garder un conseil de l'État comme conseil d'État. Le conseil d'État comme conseil de l'État. D'accord ? Voilà. Autre réforme qui a été menée, c'est une justice plus rapide. Par une loi du 12 avril 2000, il y a eu un fort développement de ce qu'on appelle les référés administratifs. Les référés, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des décisions juridictionnelles à un juge le plus souvent, rendues par un seul juge, donc qui ont parfois un peu moins de garanties, mais rendues à un juge le plus souvent, mais qui sont prises rapidement. Les délais de jugement de 1 an, 2 ans ne sont pas applicables à ces référés, qui sont parfois rendus en 48 heures, parfois un peu plus, et qui ne sont pas seulement des jugements temporaires. Souvent, les référés sont des jugements temporaires. En droit administratif, les référés peuvent aussi être des jugements définitifs au fond. Donc, ce développement de ces référés a rendu le juge administratif beaucoup plus efficace. Le juge administratif répond rapidement, efficacement, avec des mesures très diverses lorsqu'on est dans des cadres de référé. Alors, je vous présente toutes ces évolutions comme très favorables. Il y en a une qui l'est peut-être un peu moins. Une partie de la doctrine aujourd'hui critique une évolution assez récente du contentieux, qui a moins de 10 ans, et qui pourtant est fondée sur une volonté d'améliorer l'efficacité. Pour améliorer son efficacité, le juge administratif a voulu renforcer la sécurité juridique. C'est-à-dire que quand il y a des actes administratifs qui sont pris, on ne puisse pas les annuler à tout moment. Je vais prendre un exemple un peu plus concret pour vous. Imaginez, on vous accorde une bourse, on accorde les bourses, et quelques semaines, mois plus tard, tout d'un coup, il y a un recours contre le barème des bourses, et hop, on annule toutes les bourses qui existaient. C'est heureusement pas comme ça que ça se passe, mais imaginez, là vous comprenez bien ce que c'est que les problèmes de sécurité juridique. Vous pensez que l'administration vous a accordé quelque chose, un permis de construire, une bourse, toutes les autorisations, une autorisation de publier un film, un visa pour faire un film, on les verra. Eh bien, l'administration vous donne ça, mais comme on autorise les recours un peu trop longtemps, eh bien, 1 an, 6 mois, 3 semaines, plus tard, on vous dit « Ah ben, tout compte fait, non ». Vous comprenez bien que cette absence de sécurité juridique pourrait être un gros problème. Alors, on avait un équilibre auparavant de la sécurité juridique, mais depuis une dizaine d'années, le juge administratif essaie de renforcer la sécurité juridique. On peut le voir comme une bonne chose, et je pourrais vous le présenter comme quelque chose de bien, qui est une bonne évolution du juge administratif. Et pourtant, je fais partie de ceux, avec d'autres, bien entendu, qui pensent que la recherche de la stabilité est tellement importante aujourd'hui qu'en réalité, on porte atteinte au droit au recours. Et on va maintenir des illégalités. Alors par exemple, l'idée c'est, quelle est-elle ? Vous avez un acte qui est illégal, et on va vous limiter dans le temps le droit au recours, en disant non, dans ce cas-là, on veut vraiment que ces actes-là soient stables. Pensez à un permis de construire, on veut qu'il soit stable, c'est assez logique. On ne veut pas qu'il puisse être annulé trop longtemps après, pour que la construction puisse se faire vraiment. Et donc on va limiter le droit au recours. Oui, mais en fait, si personne ne fait recours dans un délai trop réduit, parce qu'on a mis un délai trop réduit, un peu exprès, et bien en fait on va avoir des constructions illégales qui vont se développer. Et la volonté de développer une ville dans le bon sens avec le droit d'urbanisme va être complètement remis en cause par l'idée même que, pas vu, pas pris, on met un délai très court, on n'est pas pris et on construit des choses illégales. Donc ce droit au recours, il va garantir des droits. On peut dire oui, mais le voisin du coup,
qui n'a pas fait les recours dans les 15 jours, qui n'a pas envoyé une lettre spéciale à qu'un tel et un tel pour dire qu'il voulait faire un recours. Si ça rend illégal son recours, irrecevable son recours, c'est comme ça qu'on dit, eh bien en fait, lui, son droit de propriétaire, de voir un immeuble pousser à côté de lui, ne va pas pouvoir être défendu. Et donc vous voyez que c'est une question d'équilibre entre la nécessité de stabiliser le droit et la nécessité d'avoir des recours, sinon ça ne sert à rien d'avoir du droit, puisque si on n'a pas le droit de faire de recours, le droit, eh bien, il n'est pas sanctionnable, et donc on peut ne pas le respecter. D'accord? Donc la volonté de stabilité, aujourd'hui, est peut-être un des défauts du droit administratif, parce que le droit au recours, on a pris un coup, et il y a plein de cas dans lesquels on accède beaucoup moins facilement qu'avant au juge administratif. Donc vous verrez ces enjeux-là dans pas mal de jurisprudence dans cette année, dans les années à venir, donc je voulais vous en faire part. Alors voilà, c'est sur ces mots que nous avons terminé l'introduction de ce cours. On va passer directement à la première partie, les objectifs de l'action administrative.